Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Beaucoup de sujets dans l'actualité avec vous, Elisabeth Lévy, Éric Revel, et puis vous aussi avec ce téléphone. Si vous voulez réagir là ce matin, 53 92 22 60, 53 92 22 60. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur nos réseaux sociaux, ce numéro qui est temporaire parce qu'il y a un petit souci avec l'autre numéro suite d'un problème de réglementation. Enfin, je ne vais pas revenir dans les détails, mais c'est compliqué. Il y a ce sondage là qui est en une du Figaro. Elisabeth Lévy, vous en avez parlé ce matin. Donc c'est une enquête de l'IFOP sur les musulmans français, le rapport à l'islamisme. Et ce qui est à noter dans cette enquête, c'est les jeunes musulmans de France qui sont de plus en plus rigoristes. Alors pas tous, hein, mais un certain nombre. Alors d'abord, de même cas, c'est 57% de 15 à 24 ans qui pensent que les lois françaises passent après les règles de l'islam. alors moi j'aime pas Sondage sur 1000 non, mais moi personnes. j'aime pas cet exemple parce que vous interrogez n'importe quel croyant conséquent, il va toujours vous dire que si vous êtes vraiment croyant, vous pensez quand même que les lois de Dieu c'est un tout petit peu plus important que c'est vrai chez les catholiques voilà, aussi, non, mais notamment. si vous êtes vraiment croyant, c'est ce que vous devez penser, mais il y a beaucoup d'autres. Si vous voulez, à mon avis, il y a d'autres éléments qui sont plus intéressants. Par exemple, en cas de conflit entre la religion et la science, à qui donnez-vous raison? La religion à 65% pour l'ensemble des musulmans et ça monte chez les jeunes. Non, c'est 65% chez les jeunes. Et ce qu'on voit en fait, c'est si vous voulez, si on prend l'évolution de l'islam en France, au lieu de se rapprocher anthropologiquement des mœurs françaises, des libertés, de la mixité, eh bien, on constate plutôt un éloignement progressif, une Chez les jeunes générations surtout. Hein, dans l'ensemble, et particulièrement marqué chez les jeunes, si vous voulez, parce que et c'est ça qui me semble inquiétant, plus une sympathie qui ne se cache pas. Par exemple, 32% des jeunes trouvent que les frères musulmans c'est très bien. Et j'ai cité le chiffre. Il y en a beaucoup, je donne un autre élément. Il y en a quand même beaucoup qui pensent qu'il faudrait pouvoir appliquer la charia dans des pays non musulmans. Donc, ce dont on est en train de parler, c'est l'islam de demain. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que ça fait 10 ans qu'on se raconte n'importe quoi, qu'on nous Éric Revel, et ensuite je vais aller au standard avec Abdellah qui est avec nous. Bonjour, Éric Revel, on ne vous entend pas. Oui. Je vais vous donner quand même quelques chiffres précis. 59% de ces jeunes estiment que la charia doit être appliquée dans les pays non musulmans. 59. Oui, mais vous n'avez pas donné le chiffre. 59%. 47% des jeunes refusent de faire la bise à une personne de sexe opposé. 47%. J'ai dit la mixité. 45% des jeunes femmes aujourd'hui portent le voile contre 16% seulement en 2003. Ce sont les résultats. 45% des jeunes femmes musulmanes portent le voile. 45%, c'est beaucoup. C'est le chiffre de l'IFOP. C'est le chiffre de l'IFOP. Vous avez celles qui le portent tout le temps et si celles vous voulez, qui le portent on occasionnellement. peut quand même être inquiet froidement pour la République laïque que représente notre pays. Je pense que ça surprend beaucoup. Tiens, Abdellah qui est avec nous. Mais pourquoi ça surprend? Ça se voit notamment ça dépend des quartiers, ça dépend des endroits quand même tout de même. Abdellah qui est avec nous du côté de Mont-de-Marsan, auditeur fidèle de Sud Radio. Bonjour Abdellah. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. C'est plutôt rare, mais je suis d'accord avec Elisabeth Lévy ce matin. Je trouve qu'elle est plutôt juste. Vraiment, elle est raisonnée même. Voilà, c'est vraiment quand j'entends ce genre de choses, vous savez, c'est vraiment on fait on fait dire ce qu'on a envie de dire aux chiffres. Vous savez, la réalité, c'est que vous preniez les 3 pays du Maghreb, je connais le mieux, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, c'est une population qui s'est battue depuis des années, dans l'Algérie surtout en 95 où vous pouviez arrêter un bout de route et vous aviez une espèce de barbu qui sortait du Moyen-Âge et qui allait vous tuer, vous assassiner pour n'importe quel... Vous savez, les Maghrébins se sont battus pour ça. Le 90% des musulmans dans le monde, sans avoir fait d'études ni des chercheurs au CNRS, sont de l'islam modéré, parce que la religion, c'est celle que pratique tout le monde. On pense qu'il y a quelque chose et puis on respecte les autres. Mais venir me faire croire aujourd'hui
Que 57%, parce que du coup, quand on m'a posé la question, j'ai regardé en détail d'où venaient les chiffres. Ouais, ils ont sondé 2000 personnes, dont des gamins qui avaient 15 ans. En fait, ça commence à 15 ans. 1000 personnes, je crois, 1000 personnes. 2052 exactement. 2052 d'après Le Point. Ouais. Voilà. Et en fait, ils prennent des gens qui se disent musulmans. Mais vous savez, se dire musulman et être musulman, bon, c'est deux choses bien opposées. Moi, de toute façon, je suis plutôt bien placé dessus, puisque je suis de mère juive et de père musulman. Donc, j'étudie les questions dans tous les sens. Mais franchement, venir faire croire que les gens sont aussi bêtes pour penser que les musulmans modérés du monde entier, notamment ceux de France, le pays des Lumières, veulent un islam, parce que la charia, c'est quoi en fait? Il faudrait expliquer la définition de la charia. La charia, c'est ce que font les talibans, l'horreur que fait les talibans en Afghanistan à nos sœurs, femmes, cousins. C'est les mollahs en Iran qui assassinent leur peuple sous couvert de la religion. Alors Abdelhak, et c'est ça. Et non, mais c'est ça qui est assez inquiétant, c'est que dans l'étude, il y a une forme de fascination de certains chez les jeunes. On parle de la nouvelle génération, Abdelhak. On parle de la nouvelle génération. Malheureusement, je dois mettre fin à notre belle période d'accord, parce qu'en fait, j'ai pas dit ce que vous avez entendu. Je crois qu'il y a une islamisation de l'islam de France, que pour une partie de la jeunesse croissante, il y a un éloignement des valeurs libérales et des mœurs libérales françaises. Et par ailleurs, j'ai cité un chiffre, moi, qui m'a frappé. Il y a effectivement que 3%, là, il n'y a pas par âge, 3% des musulmans français qui déclarent de la sympathie pour le djihadisme, mais il y en a seulement 52% qui déclarent de l'hostilité. C'est-à-dire que pour une partie, ça ne les concerne pas. De la jeune génération. De la jeune génération. Non, là, c'est tout ça confondu. Sur ce truc-là, il y a une moitié, en gros, une petite moitié des musulmans français qui se foutent en fait du djihadisme, comme si la guerre que les djihadistes ont déclarée à la France ne les concernait pas. Ils n'approuvent pas, je le répète. Écran de veille, cette revue, vous la connaissez? Non. Mais c'est pas la première fois qu'ils commandent des bonnes enquêtes. Allez, nous poursuivons la discussion dans un instant. Si vous voulez réagir, 01 53 92 22 60. Merci Abdelhak d'avoir réagi. 01 53 92 22 60. La Grèce qui nous vient en aide pour payer notre dette. Vous l'avez entendu avec Éric Revel. Éric Revel ment. La vente de Rafale à l'Ukraine. Attention, parce que derrière l'annonce avec tambour et trompette de cet accord, en fait, on s'aperçoit que c'est une lettre d'intention et qu'on est loin du bout du compte. Et puis, il y a aussi cette histoire, en fait, ce que disait Guillaume Gasparian tout à l'heure sur les migrants et le coût des chambres d'hôtel. C'est quand même... il voudrait qu'on réduise le temps. Vous pouvez réagir sur tous ces sujets que nous évoquons. 01 53 92 22 60 sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Bon, est-ce qu'on a vraiment vendu des avions de guerre, des Rafales à l'Ukraine hier? Accord historique qu'annoncent certains journaux. On va voir ça avec Éric Revel dans un instant. Il y a cette histoire aussi qui est un peu troublante, c'est que la Grèce viendrait au secours de la France. Bah oui, ce que vous avez dit, Éric Revel. Olivier de Melun au 01 53 92 22 60. Bonjour Olivier. Bonjour à tous, merci de m'avoir accueilli. Bah oui. Donc vous vouliez réagir sur cette histoire où la Grèce vole au secours de la France pour sa dette, hein? Oui, absolument. Alors, je ne sais pas s'il faut rire, pleurer ou juste se réjouir. Moi, je suis un petit peu vieux, donc je me souviens que pendant un temps, quand la Grèce a été plombée, il y a des gens qui disaient « Oui, mais on leur a vendu tellement d'armes dont ils n'avaient pas besoin que c'est nous qui les avons mis à genoux. » Ce qui voudrait dire qu'ils sont vraiment pas rancuniers de nous rendre l'argent aujourd'hui. Après, on pourrait aussi penser que les Grecs, ce qui est tout à fait possible, sont des gens honnêtes et qu'ils ont un peu de compassion et qui se disent on a été vraiment dans la merde, on voit comment se débrouille la France, on ne veut pas qu'ils fassent la même chose. Pour l'instant, on n'a pas assez de renseignements. La seule chose qui soit constante, c'est que le monde entier voit bien qu'on est ridicule et qu'on a besoin d'argent. Ouais.
Et c'est ça qui me fait mal au cœur. Ouais. Après, les motivations grecques, je les connais pas encore parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments. Ouais. Non, alors on va vous dire, Olivier, en fait, c'est assez simple. Hein. Éric Revel, c'est un mécanisme de remboursement. Bien sûr, c'est un mécanisme de remboursement au moment de la crise grecque très violente en 2010, où d'ailleurs on découvre que le système fiscal grec, c'est une passoire. Hein. Il y a beaucoup d'argent qui en liquide, il y a très peu de fiscalité en Grèce. En 2010, ce qu'on appelait la Troïka, FMI, Union Européenne, donc France, Banque Centrale Européenne, aide la Grèce en lui prêtant de l'argent. Et la France a prêté de l'argent à ce moment-là à la Grèce. Mais ce qui est interpellant, c'est que la Grèce est en train de rembourser par anticipation les prêts qu'elle avait fait à la France, sans doute sur pression française, vu l'état de nos finances publiques. Donc en fait, il y a 3 milliards d'euros, là, en 2 ans, qui ont été remboursés par anticipation par la Grèce à la France. Et évidemment, pourquoi par anticipation ? Parce que ça nous arrange. Parce qu'on est évidemment à 1 milliard d'euros près. On va avoir un déficit cette année de 150 milliards d'euros en France. Donc oui, ces 3 milliards, ils sont les bienvenus. Mais que la Grèce, qui était dans cette situation, viennent au secours de la France en remboursant par anticipation, pardonnez-moi, ça manque pas de sel, c'est une humiliation supplémentaire. Elisabeth Lévy ? Écoutez, moi j'en suis arrivé à une triste conclusion parce que je vois qu'à chaque fois, quand je me rappelle les cris d'orfraie quand François Bayrou a dit qu'on était responsable de la dette, nous les Français, donc à chaque fois qu'il est question de cette affaire, c'est le festival de c'est pas de ma faute, c'est de la faute des autres et je ne veux pas payer, que les autres payent. Donc en fait, j'en suis arrivé à une triste conclusion, c'est que il faudra qu'on nous impose de l'extérieur de revenir au réel, parce que nous vivons à l'heure des magiciens, de Merlin l'Enchanteur et on n'est pas dans le réel, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? À propos de magicien, on est dans un asile psychiatrique, j'ai parfois l'impression que... Non ? Merci Olivier. Je sais pas qui est fou, mais vous avez raison. Merci de votre réaction, en tout cas, au 01 53 92 22 60. À propos de magicien, il y a un peu la baguette magique, là, hier. On annonce la vente de 100 Rafales. Ça représente plusieurs milliards à l'Ukraine. C'est Emmanuel Macron avec Zelensky, quand il a accueilli donc à Paris. Sauf que derrière, on s'aperçoit que c'est pas un accord, c'est une lettre d'intention. On ne sait pas qui va financer, on ne sait pas quand est-ce que... Mais on ne sait même pas quand est-ce qu'ils seront fabriqués. Chez Dassault, il y a plus de place pendant des années pour fabriquer en fait les appareils. Étonnant quand même, Éric Revel, non ? C'est plus qu'étonnant, ça s'appelle de la communication, cher Patrick, parce que en fait, c'est 100 Rafales. Vous avez raison, une lettre d'intention, c'est pas du tout un contrat. Une lettre d'intention, c'est nous engageons des négociations éventuellement pour le tout courant sur 10 ans. Le tout courant sur 10 ans. Donc 100 Rafales sur 10 ans, si vous voulez, s'il y avait un contrat de signé, peut-être que, et on peut l'espérer, la guerre en Ukraine serait terminée avant que le premier Rafale soit... Mais ce qui manque pas de sel, si vous voulez quand même, c'est que le 23 octobre dernier, Zelensky, le même, a été signé une lettre d'intention en Suède pour commander... éventuellement 150 avions de chasse suédois. Donc si vous voulez, bientôt l'Ukraine aura plus d'avions de chasse que la France et l'Allemagne réunis. On en sourit, mais c'est terrible parce qu'il y a toujours pendant ce temps-là quand même, ça peut faire travailler des boîtes si ce contrat est signé un jour. Mais avec quel... Elisabeth Lévy a raison, avec quel argent ? Vous savez ce que c'est aujourd'hui le budget de la défense ukrainienne ? C'est 50 milliards d'euros. Ces 50 milliards, ils viennent d'où ? 33 milliards sont des prêts européens. 17 milliards sont des subventions européennes. Vous pensez que les Européens vont laisser l'Ukraine acheter des avions français avec des prêts allemands ou européens ? Mais on marche sur la tête. Et je termine juste là-dessus. Jean-Noël Barrot, grand ministre des Affaires étrangères, qui en loupe jamais une pour se décrédibiliser. Il a quand même fait un tweet. Il a quand même fait un tweet en disant « C'est fait ». Nos Rafales pourront désormais sécuriser le ciel ukrainien. Mais attendez, avant, non mais franchement, on devait donner 4 Mirages, 4 Mirages à l'Ukraine. Je crois qu'il y en a eu que 2 de livrés pour l'instant. Mais attendez, on verra ce qui se passe. Je le souhaite pour les boîtes qui travaillent, je le souhaite pour le Made in France, je le souhaite pour Dassault. L'avion est formidable. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de journaux qui titrent ce matin accord historique, etc. Comme si c'était fait.
Pardon, j'ai été long, Elisabeth Lévy. Non, vous avez été parfait, je n'ai rien à ajouter et je veux entendre Benjamin. Alors, ce que vous avez dit. Tiens, juste avant ça aussi, je voudrais vous dire que vous avez encore quelques minutes avant pour jouer et pour envoyer Sud au 72018 si vous voulez gagner un cadeau chaque matin. Là, c'est un aspirateur Cyclomax R15, station de la marque EasyClean. Aspiration ultra puissante. Enfin, ils sont assez formidables, remarquables. C'est pas vous, Elisabeth Lévy. Vous n'allez pas pouvoir jouer. Non, mais dommage. Sud au 72018, vous avez encore 5 minutes. Benjamin, oui, c'est ça. Il y a une petite histoire là quand même. Un détenu de la prison de Rennes qui est activement recherché parce qu'il s'est évadé après une sortie collective. Et vous allez voir, c'est quand même c'est assez piquant. Ce détenu, il a pris la poudre d'escampette tout simplement. Vendredi dernier, il participait avec 5 autres détenus à une visite du planétarium organisée à l'occasion de la fête de la science. Le planétarium qui se situe au centre culturel bien nommé Les Champs Libres. Ça ne s'invente pas. La sortie était encadrée par 3 accompagnateurs, mais ça ne l'a pas empêché effectivement de se faire la belle. Cet homme de 37 ans était incarcéré depuis 1 an pour des affaires de vol. Il avait obtenu le feu vert des juges pour cette sortie. Écoutez, Yvan Gombert, c'est le secrétaire national du syndicat EFO des directeurs pénitentiaires. Il réagissait chez nos confrères de BFM. On a aussi besoin d'avoir, entre guillemets, des soupapes de sécurité pour permettre aux personnes détenues qui ont un bon comportement d'effectuer des activités à l'extérieur afin de préparer leur sortie. Le juge d'application des peines a considéré qu'au vu du profil, on devait faire confiance à cette personne détenue et qu'elle devait rentrer à l'établissement sans difficulté. Bon, finalement, 3 jours après, le fugitif est toujours dans la nature. Il a été inscrit au FPR, le fichier des personnes recherchées. Remarquez, on a échappé belle. Ça aurait pu être au cours d'une visite du Louvre. Ouais, vous avez vu le Louvre. Le plafond qui s'effondre maintenant d'une galerie qui a dû être fermée. Non, mais sur le... non, mais là, je crois que arrêtons là, on va se faire mal. Là, alors moi, je voulais faire rire, puisque c'est quand même assez drôle, sur le type qui se barre, donc champ libre. Oui. Il s'est fait la belle. Ouais. On pourrait fredonner peut-être ensemble le fameux slogan Belle Deschamps, Belle Deschamps. on pourrait fredonner ça en l'honneur du type qui s'est fait la belle dans les champs libres. Voilà. Non, vous chantez bien d'ailleurs. Non, mais attendez, tout ça, il vaut mieux en rire, quoi, parce que franchement. Oui, en même temps, on peut pas. Non, mais c'est pas ça, c'est l'accumulation de choses. Boualem Sansal qui est libéré par les Allemands avec un avion allemand. Boualem Sansal et les Allemands, arrêtez, ça m'est resté au travers de la gorge. Mais pourquoi est-ce qu'il est retenu en Allemagne? Parce qu'il est séquestré par les Français. Bien sûr. Pardon. Séquestré par les Allemands. Par les Allemands. Non, apparemment, Alger ne veut pas finir une phrase, mais apparemment, c'est Alger qui a il est à l'ambassade, dans la résidence de François Delatte, l'ambassadeur de France, si vous voulez, et visiblement, on n'a toujours pas trouvé le moyen de lui fournir un téléphone portable sur lequel les gens pourraient le joindre. Donc, je pense que ils vont s'amuser parce que Boualem Sansal, c'est quand même pas un type qu'on fait taire. Donc, il va à un moment ou à un autre recouvrer sa liberté de parole, et là, on va rigoler. En attendant, il faut quand même avoir une pensée pour votre homonyme Benjamin. Je pense qu'il faut espérer que voilà. Éric Revel, vous revenez tout à l'heure à 9h30 avec une question cash. Tout à l'heure, dans La Vérité en face, Emmanuel Macron a-t-il tout raté? Il y aura un débat avec un ancien ministre, Jean-François Carenco, d'Emmanuel Macron. Et vous, pour votre livre, c'est Mozart qu'on assassine, les fiascos de la décennie Macron. J'ai lu, c'est particulièrement intéressant. Et non, mais alors, ce qui est très intéressant dans votre livre, c'est que, évidemment, vous êtes allé chercher dans chaque chapitre toutes les grandes œuvres de Mozart. Amadeus Mozart. Non, mais c'est. J'espère que vous allez fredonner et chanter. C'est Mozart. Ça, c'est Gottner. Bon, allez, et dans un instant aussi, donc dans La Vérité en face, une autre question. Vous allez pouvoir réagir au 01 53 92 22 60. Les transports en commun doivent-ils être gratuits pour tous? Qui paye d'ailleurs? Au municipal à Lyon, Jean-Michel Aulas défend la gratuité des transports en commun pour ceux qui gagnent moins de 2500 €, quoi. Tout de même, il y a des conditions. 8h58, on en parlera d'ailleurs aussi demain au Salon des maires.